Bonsoir à toutes et à tous. Donc vous connaissez un peu, je pense, la règle du jeu de ces cours en ligne qui se sont maintenant beaucoup démocratisés. J'ai une double tâche d'essayer de vous proposer un contenu qui, j'espère, va vous aider et qui tient par lui-même, et essayer de vous donner un éclairage sur le chemin des relations humaines et pourquoi c'est si important d'en prendre soin. Et deuxièmement, essayer de vous présenter le cours que je vais faire suite à la conférence, un cours en 5 séances. Et donc, on vous parlera du cours en espérant que ça vous donnera envie de le suivre. Le point de départ de mon questionnement, c'est pourquoi on est si bloqué dans les relations humaines. Pourquoi dire ce qui vraiment nous importe à l'autre, entrer en relation pour de bon, réussir à dire non, à négocier, à créer du lien, à trouver un espace de sincérité, à être heureux en couple, à être heureux dans l'amitié, c'est tellement fondamental. Et nous sommes tous blessés dans cette dimension. Nous sommes tous un peu gênés de ne pas trop réussir, alors même qu'on ne prend pas vraiment la mesure que ça pourrait se travailler. Voilà un peu le paradoxe. Rien n'est plus important que les relations, et pourtant, au fond, on en prend peu soin. Et la preuve en est, c'est que les gens pensent souvent « Ah ouais, c'est pas pour moi, moi je suis trop timide, ou je suis trop comme ça. » Donc les gens pensent qu'il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre des relations profondes, heureuses, chaleureuses, épanouissantes, ou ils disent « c'est la faute des autres ». Et du reste, j'ai eu plein de messages sur les réseaux sociaux de gens qui disent « oui, mais comment on peut avoir des relations? On est dans un monde de plus en plus égocentrique, les gens sont complètement individualistes, donc on ne peut plus avoir de relations ». Donc c'est très frappant comment, dans les deux cas, on ne voit pas qu'il y a un chemin à emprunter pour œuvrer des relations, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous condamne. Donc le cours va répondre, avant que j'aborde les 5 blocages, le cours va répondre, la conférence le cours va répondre et la conférence va présenter 3 problématiques qui semblent peut-être différentes au premier abord, mais qui constituent les 3 pièces de la situation. Le premier, c'est les relations sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Même si nous disons oui, j'aimerais bien être en lien, j'aimerais bien vivre des relations, c'est quand même agréable d'être en couple, c'est quand même agréable d'avoir des amis, c'est quand même agréable de pouvoir échanger, au fond, on ne prend pas complètement la mesure, et peut-être juste si chacun se souvient d'un moment heureux qu'on a vécu dans notre vie, ben on se voit que les moments vraiment heureux, c'est souvent des moments de connivence avec un autre être humain, hein, des moments de partage, des moments où on était ensemble, on pouvait se laisser tranquille, on se sentait lié, relié, on sent comme ça nous rend heureux. Mais voilà, on n'en prend pas vraiment la mesure. Et puis, on sait aussi que dans la vie professionnelle, les compétences sont fondamentales. Les compétences sociales, les compétences relationnelles, ce qu'on appelle des fois dans un langage un peu jargonneux, les soft skills. Et c'est tout à fait frappant, les gens oublient que dans une relation professionnelle, la dimension relationnelle est absolument fondamentale. On pense aux apprentissages, à ce qu'il faut faire, etc. Mais on oublie complètement la dimension à quel point tout peut changer si on sait entrer en relation. Donc ça, c'est très... Et puis alors, il y a même des études qui ont été faites aux États-Unis. Il y a des chercheurs, et particulièrement une chercheuse qui s'appelle Sheldon Cohen, à la Carnegie Mellon University, qui a fait une étude, tout à fait, en demandant
à un groupe de personnes de noter le nombre de relations qu'ils avaient dans les 15 jours précédents, avec aussi bien les voisins, les amis, les partenaires. Et après, toutes les personnes ont été exposées au virus du rhume. Et ceux qui avaient des relations ont développé beaucoup moins de rhume que ceux qui avaient peu de relations. La différence est entre de 62% à 35%. Donc c'est complètement dingue. Les relations, donc ça rend heureux, ça permet de s'épanouir professionnellement. Alors ça a même des effets sur notre santé physique, notre santé mentale, la confiance en soi. Et pourquoi, si c'est aussi important, on y consacre si peu de temps? Voilà le premier axe de ma conférence, première raison du cours que je propose. Pourquoi on ne s'arrête pas en se demandant mais quelle est ma manière d'entrer en relation? Qu'est-ce que je peux changer de ma manière d'entrer en relation? Et comment je peux apprendre à mieux entrer en relation? Ça, c'est la première pièce de mon puzzle en 3 pièces. Le deuxième, c'est qu'il y a un continuum des relations. Il y a d'un côté, on a des contacts avec des gens, mais c'est sans profonde connexion. Et à l'autre extrémité, on se sent soutenu, accepté. On sent que là, il y a un lien, c'est vivant. Donc, il y a 2 points très différents. C'est très important de repérer ça et d'apprendre, et c'est un des axes de ce que je propose, d'apprendre à repérer, est-ce que la personne, je peux créer une relation qui peut devenir riche, féconde, ou pas. Au fond, il faudrait apprendre à savoir quelles sont les relations qui méritent de les cultiver, qui méritent d'investir dans des relations. Et souvent, les gens ne font pas du tout cette distinction, donc ils font beaucoup d'efforts en essayant de planter des graines dans un tas de cailloux, et dans des terres fécondes, ils jettent des graines sans prendre soin d'arroser un peu la terre, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième point. Les relations reposent sur une intelligence de savoir ce qu'il faut cultiver. Troisième pièce du puzzle. Donc, première pièce, les relations sont fondamentales dans notre vie et on les oublie. Deuxième, il y a tout un continuum différent de relations. Chacune peut avoir sa nécessité, mais ça implique de savoir lesquelles il faut cultiver et se consacrer plus particulièrement. Troisième point, on est souvent inhibé ou brutal. La plupart des êtres humains dans les relations, soit se sentent inhibés, soit on est brutal, et c'est très difficile de réussir à entrer en relation avec les autres de manière confiante. Et au fond, on voit que le problème, c'est pas seulement la timidité, c'est la timidité et la brutalité, qui sont 2 faces qui montrent que entrer en relation, c'est tout un art subtil. Les 3 points sont là pour nous montrer que entrer en relation, c'est un art, ça s'apprend. C'est pas une thérapie. On n'a pas besoin d'une thérapie pour apprendre à entrer en relation, mais on a besoin d'un art. Et c'est ça les 3 points. L'art de savoir comment faire pour entrer en relation, l'art de savoir où je dois m'investir, et l'art pour surmonter mon inhibition ou ma brutalité et apprendre une manière douce, vivante, chaleureuse d'entrer en relation. Voilà un peu l'enjeu de ce que je propose et pourquoi il y a ces différentes facettes qui permettent de saisir l'enjeu fondamental de ce qui ouvre la vérité d'une relation. Alors, nous avons 5 blocages, 5 défis. Le premier blocage, c'est qu'on se trompe complètement sur la relation. Alors, c'est très frappant. Là, moi, je suis philosophe. C'est vraiment c'est très impressionnant d'un point de vue philosophique. Nous comprenons la relation comme un supplément. Il y a moi, ma vie, comment je me sens, ce que je fais, ce que je réussis, mes besoins, mes envies, etc. Donc je suis pris dans... J'ai plein de choses à prendre en compte, et
par-dessus, il y a la relation. Comme si la relation n'était pas première. Or, ce qui est absolument fondamental, c'est que c'est notre lien qui nous définit. J'existe d'abord par le lien. Depuis que je suis né, c'est les autres, mes parents, ou les personnes qui se sont occupées de moi, qui m'ont fait être. Donc il y a nous sommes en interaction avec notre environnement de manière beaucoup plus fondamentale qu'on ne le croit. L'idée qu'il y a moi et je vais rentrer en relation rend déjà toute la situation fausse. Je suis en relation. Je ne peux pas faire autrement qu'être en relation. Et donc il y a toute une dynamique de relation qui permet d'entrer en rapport avec le monde par ses sensations, ses pensées, ses émotions, ses actions, de manière souple, cohérente, ajustée. Et quand je suis en lien, je suis libre. Et là, il y a un paradoxe qui est tout à fait, qui est un peu frappant, c'est quand je suis en lien de manière heureuse, voilà, j'ai des liens forts, des liens solides, eh ben, je suis tranquille pour explorer le monde. Je suis tranquille pour entrer en rapport avec moi-même. Si au contraire, je n'ai pas ce lien fort de confiance avec l'autre, alors c'est très difficile d'entrer en rapport avec moi, et c'est très difficile d'explorer le monde. Et ça, c'est très frappant. On sent par exemple qu'un enfant qui est en sécurité, qui se sent aimé, il explore avec curiosité le monde. Il joue, s'il y a des inconnus, il leur parle, et si au contraire, il est dans une relation insécure, alors le monde lui fait peur et il n'ose pas bouger. Ça nous dit quelque chose de très très important. Donc ça, c'est ce que toutes les recherches ont montré, par exemple, je renvoie ici à toute la théorie de l'attachement. Et donc on voit ici quelque chose de tout à fait surprenant. Ce n'est pas quand je me sens bien avec moi-même que je peux entrer en rapport avec les autres, qui participe de l'illusion que nous avons. C'est parce que j'ai des liens solides et sûrs avec les autres que je peux rentrer en rapport avec moi-même. Donc quand les gens disent « il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres », c'est pas tout à fait vrai. C'est une part, c'est pas tout à fait vrai. C'est en aimant et en étant aimé que je peux apprendre à m'aimer. Si on regarde, par exemple, toute forme d'enseignement, les arts martiaux, enseigner quelque chose, on se rend compte qu'on gagne confiance, qu'on acquiert des compétences, parce qu'on est accompagné par quelqu'un qui nous veut du bien. Et c'est pas le professeur qui nous donne confiance, contrairement à ce qu'on dit un peu trop rapidement. C'est la relation avec la personne qu'on a avec lui qui nous permet de progresser, d'avoir confiance. C'est la relation qui nous nourrit. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est qu'on se trompe sur ce qu'est la relation. C'est pas un supplément, elle est au cœur de notre vie. Et si on ne comprend pas ce qu'est la relation, alors vraiment, du coup, on est amputé. Pour vivre des relations, on comprend que la relation, elle ne dépend pas des émotions qu'on a ou des jugements qu'on a. C'est-à-dire, la relation que j'ai avec quelqu'un, elle ne dépend pas « ah ouais, je l'aime, je le sens, je le sens pas ». C'est beaucoup plus fondamental, c'est constitutif. La relation me constitue, elle crée quelque chose de fondamental. Et la relation, autre point tout à fait quand on essaie de creuser, la relation ne dépend pas de notre volonté. C'est pas moi qui décide si j'aime telle ou telle personne, si je me sens proche de telle ou telle personne. Si avec telle ou telle personne, il y a, comme on dit, des atomes crochus. Je peux être à l'écoute de ce qui se passe, apprendre à nourrir la relation, je peux prendre soin de la plante de la relation ou pas, mais c'est pas moi qui décide la relation. Je dois être à l'écoute de la relation. Donc vous voyez, c'est tout à fait étrange. Ça pourrait sembler, ce que je dis au début, on dit oui, mais ça semble un tout petit peu surprenant, mais en réalité, on comprend bien que c'est cet ancrage qui seul nous permet
d'ouvrir une relation avec un autre être humain. Et donc ça, on a besoin ici d'apprendre à rentrer dans cette présence de la relation. Le deuxième, ça c'est le premier blocage. On ne sait pas ce qu'est la relation. Donc on en fait quelque chose qui vient après, alors que ça devrait être avant. Que c'est la relation qui me construit. Et donc quand on comprend ça, il y a un basculement qui apparaît. On comprend que c'est la relation qui change notre vie. Et qu'en prenant soin des relations, on change notre vie. On se guérit, on s'apaise, on transforme notre existence. Donc c'est ça qu'il faut réussir qu'il faut que je réussisse à vous montrer. Et c'est très surprenant. Parce que pour plein de raisons, comme je viens de le dire, nous pensons l'inverse. Nous pensons, il faut d'abord que je travaille sur moi-même, il faut d'abord que je sois en paix avec moi-même, il faut d'abord que je me regarde, il faut d'abord que je me comprenne avant d'être en relation. Imaginez l'enfant, il dit ça, il serait mort déjà. Donc la relation, elle est première. C'est parce que j'ai une relation avec un prof que je vais pouvoir apprendre. J'ai envie de faire du judo, c'est que j'ai une relation avec un prof de judo que je vais pouvoir rentrer dans le judo, apprendre le judo, me perfectionner dans le judo. Et ben c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire de changer de perspective et de regarder par où il y a là une relation possible autour de moi. Donc ça, c'est un très grand changement. Le deuxième, c'est qu'on se trompe sur ce qu'est la communication. Alors ça, c'est un autre grande erreur. On se trompe sur la communication. On croit que communiquer, ça devrait être spontané. Que communiquer, ben voilà, on sait ou on ne sait pas. Et là, on reprend le point du début. Voilà, il y en a qui sont doués, il y en a qui ne sont pas doués. Moi, je ne sais pas communiquer, voilà. Ou alors, on croit que pour apprendre à communiquer, il faut apprendre des techniques très complexes. Alors voilà, je dois écouter ça, je dois faire ceci. Des choses qui sont très, 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 très compliquées et qui ont l'air, comme ça, pas du tout spontanées. Mais en fait, communiquer, ça ne s'improvise pas du tout, parce que nous sommes des êtres humains et qu'on ne peut pas improviser. Et c'est... alors, c'est très radical. C'est très radical de comprendre ça, que la communication, ça s'apprend, ça repose sur des principes qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on croit. Alors, je vais donner ici les principes, et là, ça me permet de faire un petit lien avec le cours que je ferai, puisque la deuxième séance du cours sera consacrée à explorer ces principes, mais je vous les donne ici, ça va déjà vous éclairer. Comment on dit bonjour? Comment on dit bonjour, mais c'est fondamental. Moi, je dois dire, j'ai appris à dire bonjour très tardivement. Il doit y avoir à peu près 15 ans, quelqu'un m'a expliqué comment on dit bonjour, et je ne savais absolument pas comment dire bonjour. Et dire bonjour, ça s'apprend, et ça demande... c'est pas une technique, mais ça demande une certaine forme d'engagement pour dire un bonjour qui soit vrai, qui soit chaleureux. Comment on fait pour ce qu'on appelle le small talk? Alors ça aussi, moi, pendant très longtemps, je détestais. Vous savez, les conversations, on parle de la pluie et du beau temps. Mais non, moi, je veux parler de choses sérieuses. En fait, parler de la pluie et du beau temps, c'est fondamental, et je vous expliquerai pourquoi. C'est extrêmement important, parce que c'est une première manière de créer du lien. Et il faut bien commencer quelque part. Comment on crée du lien en allant plus loin, en s'ouvrant? Et quel est le paradoxe ici, que j'appelle parfois le paradoxe d'Hamlet? Être ou ne pas être, j'y vais ou j'y vais pas, je m'ouvre ou je ne m'ouvre pas. Comment on s'ouvre? Qu'est-ce que ça veut dire s'ouvrir? Comment on passe une conversation sur la pluie et le beau temps à quelque chose d'un tout petit peu plus personnel, sans prendre de risques? Et là, il y a toute une alchimie. Mais encore, c'est pas technique, mais c'est très important. Pour réussir à parler à quelqu'un, pour de bon, à un moment, il faut que je me dévoile un peu, pour qu'il se passe quelque chose. Mais il faut le faire exactement au bon endroit. Si c'est trop, ça va être impudique. Si c'est pas assez, on va rester dans des banalités. Donc comment on fait ça? Et c'est très juste déjà de comprendre ça. Je trouve que c'est déjà tout à fait éclairant. Comment raconter une histoire? Voilà. Je vous demande quel métier vous faites, vous dites, je suis plombier, bon, d'accord, c'est fini, la conversation, c'est fini. Et comment on peut raconter une histoire à partir de là? Je fais un métier tout à fait étrange, je rentre dans des appartements, et je dois deviner par où l'eau est bloquée, et je dois être un peu le Sherlock Holmes de l'eau dans les appartements. J'invente n'importe quoi, vous voyez, mais d'un seul coup,
vous êtes attiré et on a envie de commencer à parler. Et donc apprendre pourquoi raconter des histoires, c'est important, comment on fait, que faire pour que l'autre se sente bien. Donc voilà, c'est ça la communication, c'est pas des techniques, alors il y a le A, il y a le B, il y a la flèche, il y a ça, il y a mon besoin, il y a... Non, c'est des choses simples. Comment on dit bonjour, comment on fait une conversation, comment on se dévoile, comment on crée du lien, comment on fait pour que l'autre se sente bien, comment on raconte une histoire. Et ça, c'est absolument fondamental. Et pourquoi c'est fondamental? Et là, j'espère que vous êtes assis parce que c'est radical. C'est fondamental parce que ça nous libère du biais majeur. C'est que nous croyons, si nous avons des problèmes relationnels, et on a tous des problèmes relationnels, en fait, j'aurais dû commencer par là. Tout le monde a des problèmes relationnels. On a tous, tout le monde est un peu gêné à certains moments de parler. Et nous pensons systématiquement que c'est un problème psychologique. On est prisonnier d'une psychologisation à l'extrême. Alors on analyse nos problèmes, et alors, ah oui, j'ai peur de parler, parce que mon papa, parce que j'ai ceci, parce que j'ai tata, parce que tatata. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il faut apprendre comment on dit bonjour, comment on maîtrise le small talk, comment on raconte une histoire. Et d'un seul coup, on se rend compte que, ben ouais, je peux être timide, embarrassé, bégayer, ceci, cela, être trop petit, être trop ceci, je peux y arriver. C'est un savoir-faire, c'est un art. Alors c'est tellement dingue parce que pendant très longtemps, tout le monde apprenait cet art. Il y avait dans les familles, on apprenait comment on fait. Il y avait tout un certain forme de code qui aidait les gens. Et alors aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Donc c'est très. Autrefois, on appelait ça les règles de comportement, les règles de politesse. Et dans un certain cadre, dans un certain milieu, on avait nos codes et on faisait qu'on pouvait rentrer dedans. Je ne dis pas que c'était toujours bien, des fois ça pouvait avoir un carcan, mais au moins on avait des points de repère pour comment communiquer. Aujourd'hui, on n'a plus de points de repère, personne ne vous dit jamais comment on dit bonjour. Moi, je me souviens, je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on m'a expliqué comment il faut dire bonjour, mais j'étais... Et vous êtes libéré de 20 ans de thérapie en apprenant juste comment on dit bonjour. Donc ça, je crois que c'est... On croit qu'on est inhibé alors qu'on est souvent ignorant. Et alors je m'amuse beaucoup, moi, depuis que je fais le cours, je fais vraiment des exercices pratiques, donc j'essaye de parler à tous les gens dans mon immeuble, et je me rends compte que ça marche et que c'est un peu idiot, je devrais le faire plus souvent. Refaire le cours m'a replongé dans tout ça, et c'est... Tout le monde meurt d'avoir une relation avec un autre être humain. Donc mais on est enfermé dans une psychologisation et dans une condamnation, comme je disais tout à l'heure, je suis foutu, où les gens sont tous méchants. Troisième grand problème, on se trompe sur la relation, on se trompe sur la communication. Alors le troisième problème, très radical, on se trompe, mais alors du tout au tout, sur la timidité. Alors déjà, il y a un truc qui est complètement dingue, cette idée qu'il y aurait des gens qui seront introvertis et des gens extravertis. Bon, je pense que si vous me connaissez, vous savez que je suis souvent très critique sur beaucoup de choses de cet ordre. Alors, il y aurait des gens qui seront introvertis et qui sont timides, voilà, c'est comme ça, et puis il y a des gens qui sont extravertis. Alors moi, c'est clair, je suis extraverti. Depuis que je suis né, je me sens... J'aime bien prendre la parole, je ne suis pas du tout gêné d'apparaître. Alors qu'on pourrait dire un introverti n'aime pas se montrer. Ouais, mais moi je suis très timide. Enfin, j'étais très timide. Quand j'étais jeune, je parlais à personne. Moi, je me souviens, jusqu'à 17 ans, j'ai parlé à personne. Mes parents me disaient, mais tu n'as pas le numéro de téléphone d'un camarade de ta classe? Je ne parlais à personne. Prendre la parole en public, mais je ne pouvais pas. Plutôt, c'était insupportable. Et donc, en fait, c'est complètement faux. On est tous timides quelque part. Alors, c'est sûr que ma manifestation est différente de quelqu'un d'autre. Mais qui peut dire « je ne suis jamais timide ». Ou alors, il y a des gens qui font qu'on croit qu'ils ne sont pas timides, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont très brutals. Et donc, leur brutalité ou leur domination, qu'on dit « ah ouais, il est à l'aise », il n'est pas du tout à l'aise, il est écrasant, donc il n'est pas du tout à l'aise. Si on est à l'aise et qu'on est chaleureux, on n'est pas écrasant, donc on est écrasant parce qu'on a peur. Donc en fait, c'est très important de comprendre qu'on a tout faux. Bien sûr, il y a des tempéraments où des gens
sont plus solaires et d'autres plus lunaires, peut-être. On peut dire des choses comme ça. Mais pas au sens de introverti et extraverti. Non, ça va pas. Et donc là, on comprend plus rien, parce que du coup, on a l'impression... Du coup, pourquoi ça pose problème? Parce que les gens disent, moi, de toute manière, c'est pas pour moi les relations, parce que je suis timide. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est timide, enfin, il y aura plein de choses. Donc là, il y aura tout le premier cours, non, toute la première séance du premier cours sera consacrée à une exploration très, très détaillée et radicale de la timidité. Mais c'est très important, très rapidement, au moins de comprendre que il y a deux grandes modalités d'explication de la timidité. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais pour simplifier ce soir. Un, la timidité, c'est complètement existentiel. Tout être humain est timide parce que se mettre à nu, c'est difficile. Que c'est beaucoup plus facile de contrôler, de jouer un jeu, de prendre le risque de s'ouvrir, de prendre le risque de dire quelque chose de vrai, et donc prendre le risque d'être rejeté, de ne pas être aimé, ça fait peur à tous les êtres humains, parce qu'on est des êtres sociaux. Donc c'est très important de comprendre que la timidité n'est pas un problème d'abord psychologique ou personnel, mais tous les êtres humains, c'est pas possible qu'un être humain n'ait pas une appréhension à s'ouvrir, sinon il ne s'ouvre pas. Sinon il n'est pas ouvert. S'ouvrir, ça veut dire qu'on fait un mouvement d'ouverture. Et ce mouvement d'ouverture, il est d'autant plus beau, mais tout le monde l'a vécu. Les beaux moments où quelqu'un, vous sentez, là, il y a un truc magique qui se passe, parce que vous sentez que la personne, elle ouvre son cœur. Donc si elle ouvre son cœur, vous sentez que d'un seul coup, elle baisse la garde. Elle se dévoile. Elle se dénude. Vous voyez comment le langage dit très bien ça. Dénuder, dévoiler, mise à nu, s'ouvrir. Et là, d'un seul coup, et on voit bien, des fois on parle avec les gens, c'est entièrement contrôlé, poli, et il ne se passe rien. La relation, elle reste à un niveau superficiel. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui se dit, et là, on est touché. Donc, ce que les gens appellent timidité, la plupart du temps, c'est juste une appréhension tout à fait naturelle, quasiment fondamentale. Est-ce que je m'ouvre ou pas? Et j'ai tout à fait raison d'avoir cette sorte de timidité existentielle. Bien évidemment, je ne vais pas m'ouvrir à n'importe qui, donc il faut que je fasse attention. Et c'est tout à fait sain. Quelqu'un qui n'aurait pas cette timidité, il serait tout à fait à côté de la plaque. Des gens qui vous disent comme ça, ils vous voient, ils vous parlent d'un seul coup de leur vie sexuelle et tout, vous êtes complètement embarrassé, ça ne crée pas du tout un lien. Vous êtes complètement, mais c'est complètement impudique. On verra, c'est très important, le rapport entre la pudeur et tout ça. La pudeur, la timidité, c'était le même mot chez les Grecs, et on verra ça dans la première séance. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point, c'est que bien sûr, peut-être, parfois, la timidité vient d'un moment où, dans le passé, le fait de s'ouvrir nous a fait tellement mal qu'on s'est crispé. Et donc, on a perdu nos moyens, et on s'est crispé, et on ne sait plus comment faire. Alors, on croit que la timidité est inscrite dans nos gènes, pas du tout. C'est juste qu'à un moment, notre système nerveux déraille. Il y a un bug. Notre système nerveux autonome, vous savez, on a un système nerveux autonome qui ne dépend pas donc de la volonté, il est autonome parce qu'il ne dépend pas de la volonté, croit déceler un danger. Dans la vie, tous les jours, je marche, quelqu'un est un peu louche, hop, système d'alarme se met, j'ai peur. Peut-être je fais attention. La personne passe, je me détends. C'est tout à fait normal, ça fonctionne. On peut dire que dans certains cas, de certaines formes de timidité, à mon avis, on a tout ça à un moment ou à un autre, à un endroit ou à un autre, le système d'alarme s'allume alors qu'il n'y a absolument aucun danger. J'ai vu quelqu'un passer, ça me rappelle un truc qui s'est passé autrefois, et donc je réactive là quelque chose qui est une sorte de peur archaïque. Et là aussi, ça se travaille. Et dans la séance, je vous montrerai, je crois que c'est la deuxième ou la troisième séance, on travaillera sur qu'est-ce qui se passe et comment donner des informations à mon système nerveux autonome pour lui dire « Attention là,
Tu fais un bug. Tu dis il y a un danger, mais il n'y a pas de danger. Donc on peut enseigner à notre système nerveux autonome de s'allumer à bon escient. Donc, vous voyez, la timidité, on se trompe du tout au tout. Hein. Je reprends. On croit que la timidité, c'est une maladie qui touche certains êtres. Tous les êtres humains ont une forme de timidité parce qu'ils ont une forme de pudeur et une manière de ne pas vouloir se mettre à nu n'importe comment. Et de temps en temps, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un bug. Et dans tous les cas, là où on se trompe, parce qu'on dit aux gens, allez, sois pas timide, lance-toi, allez, lance-toi, sors de ta coquille. C'est complètement idiot, parce que ça marche pas du tout. Vous sortez pas de vos coquilles parce que vous êtes en insécurité. Donc c'est pas en vous disant, rentre en plus d'insécurité que tu vas te sentir mieux. Donc il faut dire tout à fait le contraire. C'est pas sors de ta coquille, mais découvre comment trouver une dimension sécure telle que tu n'auras plus aucun problème de sortir de ta coquille parce que la sécurité, tu l'auras en toi. Donc là, vous voyez, j'ai déjà parlé de ça, et c'est un des fils conducteurs de tout ce que je propose, de tout mon travail. Si j'ai des problèmes relationnels, c'est pas que j'ai un problème psychologique, c'est pas que je suis un idiot, c'est pas que le monde est méchant, c'est que j'ai pas l'art de la relation et de la communication, mais aussi que je ne sais pas habiter cette dimension sécure qui fait que je peux m'ouvrir sans risque et je sais quand je dois m'ouvrir sans risque. Donc là, voilà, là, ce qu'on va apprendre, ce qu'il faut apprendre, donc tout à l'heure, j'ai dit il faut apprendre voilà, à dire bonjour et tout ça, là, ce qu'il faut apprendre, c'est comment rencontrer sa peur et entendre ce qu'elle a à me dire. Et comment cesser d'être manipulé par ma peur. On ne peut pas rentrer en relation si on n'a pas si vous voulez changer votre rapport au monde et avoir des relations plus heureuses, il faut changer votre rapport à votre peur. Notre peur peut nous tromper, notre peur peut nous égarer, et notre peur, des fois, garde un secret. Quel est le secret de la peur? Voilà ce qu'il faut apprendre. Et puis, il faut se libérer du film. Parce que la plupart du temps, au lieu de voir le réel, on se raconte un film. On voit quelqu'un, on ne voit pas la personne, on voit le film qu'on se projette sur la personne. Donc là, il faut vraiment travailler, et ça, c'est un des exercices que nous ferons. Il est très important de voir, est-ce que je suis en train de me faire un film ou est-ce que c'est le réel? Et pour entrer en relation, il faut lâcher le film. Parce que la personne qui est devant moi, si je projette un film sur elle, je peux rentrer en rapport avec le personnage de mon film, mais ça n'a aucun rapport avec la personne. Donc elle ne peut pas me répondre. Parce qu'elle ne comprend pas que je lui parle. Parce que quand je lui parle, elle voit bien que je parle à quelqu'un d'autre. Et non, je parle à mon personnage de film. Donc ça, c'est très très important de se libérer de ça. Le quatrième blocage, c'est qu'on ne sait pas ce que veut dire non. On se trompe sur ce que signifie non. Dire non. On croit que dire non, c'est être méchant, que c'est brutal, et on ne comprend pas que c'est poser des limites justes qui sauvent la relation. J'en ai souvent parlé, c'est vraiment très important, apprendre à dire non comme il faut, mais c'est libérateur. Ça vous rend votre propre dignité. Quand quelqu'un abuse, quand quelqu'un exagère, quand quelqu'un outrepasse, quand vous vous sentez menacé, la manière de restaurer la dimension sécure, de manière extrêmement simple, c'est de dire non. Et c'est très important. Le petit enfant, quand il apprend à dire non très tôt, il y a plusieurs âges de dire non, mais c'est la manière dont il advient comme un être humain singulier. Son non, au début, ça embête un peu les parents, ils disent non à tout. En fait, il est juste en train d'apprendre « j'existe ». Donc dire non, c'est reconnaître qu'on existe. C'est fondamental. Là, il y a tout un problème. Les gens confondent absolument tout. Les gens croient que dire j'existe, ce serait égocentrique, qu'on n'aurait pas le droit. Mais tout ça, là, on crée une sorte de confusion. Si on ne dit pas non, je suis dans l'obéissance. En fait, c'est ça. Je suis dans la soumission. Donc, les gens, souvent, n'ont pas de relation parce que ne sachant pas dire non, il n'y a pas l'espace juste. Donc, les gens, des fois, beaucoup de gens n'ont pas de relation, se bloquent, parce qu'ils savent tellement pas dire non, qu'ils ont peur que s'il y a une relation, ils soient bouffés ou digérés, et qu'ils perdent leur intégrité, donc ils préfèrent ne pas avoir de relation plutôt que prendre le risque de dire non. Vous voyez, le prix à payer est très lourd, alors que dire non de manière claire, c'est très apaisant, très libérateur. C'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout agressif. Les gens sont agressifs parce que ne sachant pas dire non, ils explosent, et donc ils font du mal aux autres. Cinquième blocage,
c'est se tromper sur les masques sociaux. On croit que les masques sociaux vont nous protéger et ils nous paralysent. Bien sûr, c'est nécessaire d'avoir un masque social, mais à un moment, à force d'entrer et de s'identifier, je ne sais pas si vous avez vu ça, des fois on voit des gens, ils ont un poste, un métier, je ne sais pas n'importe lequel, on voit ils sont tellement identifiés à leur métier, on a l'impression que c'est la caricature du métier. On peut... Et vous vous dites, mais est-ce qu'on ne peut pas juste, à un moment, vous poser la casquette, voilà, standardiste. Moi, j'étais ce matin dans un bureau, il y avait une standardiste. Elle voulait remplir des cases. Elle me dit, quelle est votre fonction ici? J'ai dit, j'ai pas de fonction. Elle m'a dit, mais j'ai besoin que vous ayez une fonction pour entrer dedans. Et donc, ça tournait un peu au vinaigre, parce que je disais, mais non. Et à un moment, on dit, est-ce qu'on ne peut pas juste poser la casquette de la fonction et voir si on ne peut pas entrer en relation. Et après, on remet la casquette de la fonction. Donc ça, c'est très important. On peut plus rien dire. Quand on est dans la fonction, on ne peut plus rien dire de vrai. Si on ne peut plus rien dire de vrai, il n'y a plus de lien. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Donc voilà un peu les cinq blocages. Ce qu'on voudrait faire avec Mathieu, c'est vous donner la possibilité de poser toutes les questions. J'ai fait exprès qu'on ait un temps pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc on va ouvrir le chat. Mais avant, on va vous présenter le fameux cours qui va commencer la semaine prochaine. Peut-être moi, Mathieu, je commence et je redis peut-être les 5 séances et toi, tu expliques après comment ça se passe. Donc, le premier cours, la première séance, ce sera de creuser ce qu'est la timidité et l'hypersensibilité. Et là, on va faire beaucoup d'exercices et on va essayer de complètement sortir. Donc, ce que j'ai un peu montré là, on va le déployer. Pourquoi on se trompe complètement sur la timidité? Pourquoi on a tout faux? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va faire des exercices, parce que ce qui est un peu fondamental dans le cours que je propose, c'est que c'est d'abord des exercices pratiques qu'on fait qui entraînent un changement. Donc là, on va faire beaucoup d'exercices pour apaiser la panique sociale et retrouver confiance. Comment se foutre la paix de toutes ces injonctions quand on se croit qu'on est introverti pour se libérer de ça, et comment trouver un espace sécure où on peut se ressourcer et trouver la force dont nous manquons. Donc on va faire vraiment beaucoup d'exercices. Je dis que les séances dureront 1 heure, mais c'est possible que ça déborde, parce que je voudrais vraiment prendre le temps de faire dans cette première séance des exercices pour vous montrer à quel point toutes vos croyances sur votre timidité, peut-être vous avez 80 ans, vous avez 80 ans que vous croyez que vous êtes timide, et bien en 1 heure, vous allez découvrir à quel point vous pouvez vous libérer de ça, que c'est complètement faux. Enfin, si vous avez moins de 80 ans, vous pouvez venir aussi. Hein. Mais en fait, c'est complètement... Cette histoire, on a enfermé les gens dans ce truc de timide, est une idée, mais tout à fait étrange. Le deuxième, c'est la deuxième séance, donc on va voir comment tisser des relations fécondes et heureuses. Donc là, on va apprendre ce que j'appelle l'art, ce que j'ai dit ici un peu, l'art d'être jardinier. Comment on peut faire pour créer des liens. Et là, on va faire très méthodiquement tous les points. Dire bonjour, inventer une histoire. Je n'ai pas parlé de comment on donne un feedback à quelqu'un, pourquoi les gens ont peur du feedback, pourquoi on se trompe complètement sur le feedback, pourquoi le feedback ne peut pas être négatif, pourquoi il ne faut pas mettre le feedback en sandwich. Enfin, des tas de trucs très techniques, très précis. Schlac, schlac, schlac. Comme ça, vous avez vraiment la boussole pour vous repérer et pour ouvrir des relations. Troisième séance, comment se libérer des relations toxiques, puisque s'il faut cultiver les relations qui sont fécondes, et qu'il faut où on investit, et donc il faut investir là où c'est bien, et quand c'est toxique, il faut apprendre à dire non et à établir des frontières. Et poser des limites, établir des frontières, on va voir, ça s'apprend et c'est jubilatoire. Quand on comprend... Les enfants, quand ils ont 2 ans, ils commencent à apprendre à dire non, c'est jubilatoire. Et alors nous, on a adultes, je pense qu'il nous faut réapprendre à dire non parce que c'est jubilatoire. La séquence 4, alors là, ça, je suis extrêmement fier parce qu'on va parler du conflit. Qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit et qu'est-ce que c'est la négociation? Et là,
je vais parler de choses dont j'ai encore jamais parlé. Là, je sens que Mathieu va être complètement surpris. Parce qu'en fait, il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer un des plus grands responsables du FBI, qui est un des plus grands négociateurs d'otages, un des plus grands négociateurs qui a travaillé à l'ONU, un des... comment ça s'appelle au GIGN. Donc voilà, par mon métier d'éditeur, j'ai passé pas mal de temps avec 3 grands négociateurs. Et donc, j'ai beaucoup appris. J'ai publié le livre de l'un d'entre eux. J'ai fait un dialogue sur ma chaîne et j'ai même fait des séances de coaching de comment négocier avec lui. Et donc, je vais vous révéler dedans les 5 règles fondamentales qui m'ont appris, qui sont complètement déconcertantes pour comment négocier. Et bon, après moi, en tant que philosophe, c'est des choses qui me passionnent. J'en suis toujours surpris que ça m'intéresse à ce point-là, la négociation, l'influence et même ce qu'on appelle la manipulation, parce que je crois que c'est la meilleure manière d'éviter la violence. Et que parfois, quand votre enfant ne veut pas aller se coucher, ben, vous êtes obligé un peu d'entrer dans son cerveau pour faire qu'il aille se coucher en évitant le conflit, le frapper ou quelque chose comme ça. Donc nous, dans notre monde, ah non, c'est pas sincère. En fait, on vit dans un monde où c'est important de comprendre l'influence, et je vous montrerai, et je peux déjà révéler que ces 3 personnes sont 3 personnes absolument adorables. Ça m'a toujours frappé que les très grands négociateurs, on pourrait imaginer comme ça, c'est des gens très froids, calculateurs et manipulateurs sournois, comme ça, qui manipulent les gens avec des ficelles. Alors, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui ont vraiment eu un rapport... là, il y en a un... Il a dû sortir quelqu'un d'une secte, ou alors il y a une femme qui avait des croyances religieuses et qui avait un cancer et qui ne voulait pas soigner parce qu'elle était contre. Et comment il a fait pour la convaincre? Moi, ça me met les larmes aux yeux parce que je trouve que c'est tellement l'art de la relation humaine. Donc je vous raconterai tout ça dans cette séance. Et la dernière séance, on va travailler sur les émotions, comment retrouver la dimension sécure, quelles que soient les émotions que nous vivons. Donc voilà un peu les 5 séances. Et Mathieu, si tu veux un peu raconter comment ça se passe, un peu pour ceux qui n'ont jamais suivi de cours, qui puissent savoir un peu comment ça se passe. Oui, avec grande joie, grand plaisir. Et déjà, merci beaucoup pour cette séance zéro. C'est passionnant. Et là, quand tu annonçais effectivement tout ce que tu allais pouvoir nous faire découvrir, ouais, ça donne vraiment envie. Et donc maintenant, vous dire un petit peu la dimension un peu concrète de comment faire si vous avez envie de faire le saut, de participer à cette aventure. Donc c'est pendant 2 semaines, hein, c'est 2 semaines, c'est à partir, donc comme on vous disait, la première séance, elle a lieu lundi prochain. Et pendant 2 semaines, on aura 5 séances en direct. Tout est enregistré, tout est en replay. Je vais vous montrer ça en partageant mon écran. Donc oui, vous allez arriver sur la page du cours et donc vous allez apprendre à vivre des relations épanouies. Donc le cours, comme je vous disais, coûte 119 €. Et donc là, vous avez Fabrice qui représente un petit peu le cours, mais bon, là, vous avez une présentation quand même sur mesure. Vous pouvez descendre, regarder, prendre le temps de regarder certains éléments, notamment Fabrice, la présentation. Et ce qui va être intéressant, donc, c'est déjà de regarder. Donc, le cours vous permettra d'avoir les 5 séances en direct de plus d'1 heure chacune. Donc, Fabrice, il les a bien présentées. Les fameux exercices pratiques, donc là, les exercices pratiques, ils vont être à la fois disponibles, voilà, dans le live, mais Alexandre, qui s'occupe de la technique de l'espace replay, il va les extraire de la vidéo en elle-même. Et comme ça, vous allez pouvoir les télécharger et les garder pour vous, ils seront à vous. Voilà. Et ça, ça va vous permettre de les faire notamment en les mettant sur votre portable, les écouter en dehors du relation avec l'espace replay. Donc, ce qui est très important en bonus aussi, qui aide beaucoup les gens, c'est que vous aurez petit à petit sur votre espace replay des fiches synthèse en format numérique de chacune des séances. C'est Fabrice qui les fait avec Benjamin, qui est une autre personne qui travaille avec nous, et elles sont parfaitement détaillées et c'est un appui très précieux à l'écrit, notamment pour certains d'entre nous, c'est très aidant de les avoir. Et puis, ce que je vous disais, les pratiques guidées téléchargeables. Donc le détail des séances, donc elles ont été détaillées, on en parle plus, mais aussi avec, on va pas en parler plus, vous pourrez regarder tranquillement, avec les dates des cours. Et là, notamment en vert, vous voyez les pratiques qu'on va faire. Par exemple, la pratique, l'exercice pour apaiser la panique sociale et retrouver confiance, par exemple. Vous pouvez aller un peu rentrer dans le détail, donc séance 2, séance 3, tac, 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 jusqu'en bas. Et si ça vous parle, eh bien, il faut appuyer sur le bouton s'inscrire. Et là, vous vous inscrivez. Et là, vous avez une fiche contact, donc comme on fait tout le temps, donc on peut la remplir. Dès que vous avez réalisé le paiement et que vous avez validé, vous allez avoir accès à l'espace replay. Et là, hop,
Je vous montre. Comme ça, vous le voyez. Je vous montre rapidement. Ça vous aidera aussi. Donc là, sur votre espace replay, pour l'instant, il n'y a aucun vidéo en replay puisque le cours n'a pas commencé. Mais je vais vous montrer un bouton. Déjà, c'est rejoindre le direct. Chaque fois que vous allez avoir l'occasion de suivre un direct, donc lundi est le premier, puis après il y aura mercredi, je ne sais plus, je crois que c'est jeudi. Vous pouvez, ben, c'est marqué en dessous, après c'est le 6 novembre, après le 8 novembre, voilà. Vous avez le bouton direct, vous cliquez dessus 5 minutes avant le cours et hop, vous avez accès au direct, c'est toujours le même lien et il est accessible ici. Et puis au fur et à mesure des jours, là sur la gauche, vous avez les 5 sessions et si vous cliquez sur session 1, eh ben, va apparaître le replay de la session 1 et vous pourrez y revenir autant de fois que vous voulez pendant, ben voilà, le cours il est à vous. À partir de là, vous y reviendrez quand vous souhaitez. Et là, sur ce côté gauche, à un moment, il y aura les ressources qui vont avoir lieu et puis les méditations seront intégrées par Alexandre au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est votre espace replay, c'est votre maison, l'endroit où vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Vous regardez les vidéos quand vous le souhaitez. Si vous pouvez pas assister au direct, elles sont enregistrées, disponibles. C'est vraiment un lieu que vous allez pouvoir ben, voir et revoir. Voilà pour l'arrêt du partage d'écran. Est-ce que je vous propose... Fabrice, toi, tu veux rajouter peut-être quelque chose? Il se passe des choses extraordinaires quand on fait les choses en direct et vous allez voir, vous pouvez poser des questions. Et là, pour vous montrer un peu, je vais répondre à des questions, ce que je ferai dans les cours en fonction de vos questions. Alors, il y a comment doit-on choisir nos relations professionnelles? Évidemment, comment choisir nos relations professionnelles et comment les construire? Ça, c'est difficile parce qu'on ne peut pas toujours avoir des relations professionnelles avec des gens avec qui on se sent bien. Des fois, on est obligé d'avoir des relations professionnelles avec des gens avec lesquels ça ne se passe pas forcément bien, mais ça se trouve comme ça. Donc c'est très important, je dirais, d'avoir un cadre. Je ne dirais pas comment choisir nos relations professionnelles, parce que ça, je ne suis pas sûr que la question, c'est comment on choisit. Parce qu'il y a aussi plein de fois, c'est la nécessité fait loi. Mais je dirais, c'est comment on établit des relations professionnelles justes, et là, je pense que ça a beaucoup à voir avec ce que j'ai expliqué ce soir, c'est quel est le cadre qui me permet de trouver une dimension sécure et en même temps de ne pas être débordé. Et je crois que c'est très très important d'apprendre cet équilibre. C'est ça que j'ai essayé de présenter dans ma conférence ce soir. C'est quel est cet équilibre, toujours à reprendre, entre je m'ouvre et il y a quelque chose de ferme. Et je pense que souvent les gens n'arrivent pas à bien être au clair là-dessus. Et donc ça s'apprend. Comment ça s'apprend? L'art de poser des limites comme il faut, c'est très frappant. Là, je vais vous dire quelque chose de très important, un peu. C'était autrefois, quand on lit les textes anciens, c'était ça l'éducation. Quand on lit Homère, quand on lit Les Chevaliers de la Table Ronde, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on voit que l'éducation, pour nous aujourd'hui, l'éducation, ça veut dire j'apprends les mathématiques, j'apprends la géographie, j'apprends les sciences physiques. Mais pour beaucoup d'humanités, l'éducation, c'est d'abord apprendre comment je crée une relation, où je mets une limite, et où je crée de l'intimité. Et nous ne savons plus faire ça, et c'est pour ça qu'il faut absolument que je fasse ce cours. Pourquoi avoir peur de parler en public? Tout le monde a peur de parler en public, parce que nous sommes des animaux sociaux, et donc voir plein d'yeux lancés sur nous en étant tout nus devant, c'est extrêmement inquiétant. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire pourquoi avoir peur de parler en public. Tout le monde a peur de parler en public, mais on apprivoise la peur de parler en public par un savoir-faire. C'est le savoir-faire. Alors moi, je peux vous dire, moi, je n'ai aucune peur de parler en public. Moi, on me dit demain, tu parles devant 2000 personnes, j'ai plus peur. Mais moi, il y a 20 ans, quand je commençais à enseigner, je tremblais tellement que je n'arrivais même pas à me lever de ma chaise à la fin des enseignements que je donnais. Tellement je tremblais. Je me souviens, j'arrivais même pas à prendre... J'avais un verre d'eau, j'arrivais même pas à le soulever tellement je tremblais. Et donc, ça s'apprend. C'est fou qu'on ne comprend pas que ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est merveilleux. Et donc la peur brouille la clarté de la parole parce qu'on n'a pas appris ce côté, par exemple, on n'a pas appris à trouver la dimension sécure. Par exemple, quand vous êtes en public, c'est bien de balayer la salle, de voir quels sont les points de secours. Par exemple, est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez sortir?
Ça a l'air complètement idiot parce que vous n'allez pas sortir, vous prenez la parole. Mais dans votre tête, vous donnez le message à votre système nerveux qui dit danger. Ah oui, là, je peux partir par là. Puis après, je vous regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air sympathique dans la salle? Il y a 300 personnes qui m'écoutent, il y en a peut-être une qui a l'air vraiment sympathique, je la regarde, et d'un seul coup, je crée un lien, et d'un seul coup, je donne aussi le message à mon système nerveux, non, il n'y a pas de danger. Donc ouais, ça s'apprend, et c'est vraiment tellement lumineux. Comment peut-on à la fois avoir des relations de qualité et paradoxalement recevoir de l'agressivité et des relations difficiles de la part de ses proches? Eh bien, il faut changer de proche. Si les gens sont trop agressifs, il n'y a aucune raison de rester... Là, c'est très important. Quand je dis qu'il faut apprendre à investir, il faut investir dans les relations qui sont fécondes. Des gens qui sont agressifs, c'est pas la peine d'essayer d'avoir des relations avec eux. Ça, c'est très, très important. Alors après, il y a des gens qu'on est obligé de subir dans une famille. Par exemple, on a une tante qui est tout le temps agressive, il faut qu'on se débrouille avec elle. Mais alors on comprend. Du coup, on n'est plus gêné parce qu'on sait, oui, bon, elle, c'est l'agressive, donc j'ai la relation, et on la met à sa place. Et donc, on n'est pas blessé qu'elle soit pas gentille, puisque de toute manière, on est gentil avec quelqu'un d'autre. Et avec elle, on sait que c'est pas là, donc il n'y a pas de raison. Les gens prennent tout tellement bizarrement. Les gens font un drame parce que leur tante n'est pas gentille et elle est acariâtre. Bon, ben, elle est comme ça. On la met à sa place d'acariâtre, on se relie à elle dans une relation sociale, en prenant les formes, et donc on est complètement à l'abri, et après on n'est plus du tout gêné. Et après on a des relations par contre affectives avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça l'art, ça je crois que c'est très très important. Les gens se torturent parce qu'ils voudraient que tout le monde avoir des relations fortes et intimes avec tout le monde. C'est pas possible. C'est... Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment savoir si on est dans une relation sécure ou si la personne est toxique. Et je crois que ce n'est pas des critères, c'est qu'il faut suffisamment apprendre à rentrer en rapport à ce qu'on sent et au message que notre corps nous donne, et nous sommes trop coupés de ça, pas par la tête, mais notre poitrine, ce qu'on appelle en anglais, ce qu'a beaucoup étudié, dont je parlerai, le felt sense, c'est comme cette dimension intérieure dit oui, non. Moi, c'est absolument clair. Quand je suis avec quelqu'un, j'écoute et ça dit oui, non. Quand ça dit non, je ne cherche pas à comprendre. Je me taille. Mais alors, les gens sont des fois un peu surpris parce que je n'essaye pas de comprendre. Je sens non, je sens oui. Peut-être je me suis trompé quelquefois, mais ça n'a aucune importance parce que du coup, je vis que des relations heureuses. Donc après, bien sûr, de temps en temps, j'ai la tante acariâtre. Hein. Dans mon boulot, je ne vous raconte pas. Mais je les mets à leur place. Comment réagir quand on sent la manipulation? On met un cadre, on met une règle, on met une limite. Il y a quelqu'un qui pose une très belle question. Comme pourquoi certaines personnes vous empêchent de parler parce qu'elles pensent que vous dites des mensonges alors que vous dites toute la vérité? Comment faire pour que ces personnes acceptent de vous écouter? Deux solutions. Soit vous apprenez vraiment l'art de l'influence et de la manipulation, et puis vous les manipulez pour qu'ils vous écoutent. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu. Et pourquoi il y a une manipulation qui peut être éthique. Il y a une manipulation qui est odieuse, mais il y a une manipulation qui est éthique. Quand la manipulation vise à aider la personne et à respecter quelque chose, alors la personne qui a manipulé cette femme qui ne voulait pas soigner, il l'a vraiment manipulée pour qu'elle accepte, eh ben, il lui a sauvé la vie. Donc vous voyez, on aura oui, sinon, parce que nous on est vraiment dans une sorte de bienveillance niaise. Ah, tu veux pas, tu veux mourir, très bien. En plus, c'était une mère de famille qui avait 2 jeunes enfants. C'était terrible la situation qu'il m'a racontée. Ah oui, bah d'accord, chacun est libre, hein. Faut pas brutaliser les gens. Non, vous voyez, donc, soit vous arrivez à influencer la personne et réussir à créer, voilà, à faire que la personne vous écoute. Et là, voilà, il faut être un peu subtil. Là, il ne s'agit pas d'être frontal, il s'agit d'être un peu subtil. Soit, eh ben, les personnes ne veulent pas vous écouter, ben, vous leur dites ciao, et puis vous allez voir des gens qui veulent vous écouter. Il y a plein de gens qui n'ont aucune envie, c'est de vous écouter. Donc c'est vraiment bête de ne pas parler avec ceux qui ont envie de vous écouter.
et pareil, il y a une question. Comment faire face aux personnes qui coupent sans cesse la parole pour prendre toute la place? Là, vous avez deux choix. Soit vous trouvez ça quand même très sympathique. Moi, j'ai une amie, elle est un peu comme ça. Elle parle comme ça. Je la vois. On a besoin qu'elle met le micro. Alors moi, je dois me taire et elle parle. Mais je l'adore quand même parce que je trouve qu'elle a plein de cœur et que ça me fait plaisir. Et voilà, on a tous nos défauts et ça me gêne pas. Ou alors ça vous gêne, et ben vous la voyez pas. Voilà. Je crois que c'est... Comment réagir en cas de conflit larvé dans le milieu du travail? C'est très important de comprendre, de changer complètement de perspective sur le conflit. Nous vivons dans un monde, voilà, dans les erreurs que nous faisons, le conflit, c'est mal. S'il y a un conflit, c'est un échec. On ne devrait pas avoir de conflit. Mais en fait, heureusement qu'il y a des conflits. C'est entrer dans un monde complètement totalitaire et unilatéral. Donc les conflits participent de la vie. On est en désaccord. Le conflit est une occasion d'aller au bout, de peut-être aller chercher plus profond ce qui pose problème, essayer d'exposer ce qu'il y a pour le dépasser et aller de l'avant. Donc je crois qu'il faut ici vraiment changer radicalement de perspective sur le conflit. C'est très sain. Les conflits sont très sains. Donc quand là le conflit est larvé, c'est pas sain. Donc il faut peut-être essayer de faire exploser le conflit, mais de manière saine. Voilà. Après, j'avais reçu des questions de gens qui m'ont écrit par mail. Il y avait une question de Stéphanie. Étant plus à l'aise avec les conversations profondes en petits groupes, comment aborder quelqu'un avec légèreté sans savoir trop quoi dire? Moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'aime bien les relations intenses, profondes. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal aux relations légères. J'avais l'impression d'une trahison. Mais en fait, ça, c'est l'art du small talk. Et comprendre que quand on commence à comprendre comment ça marche, je dirais que c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer d'être léger, se forcer à être léger. Il faut comprendre comment ça marche, comment parler. Et on voit qu'on crée du lien. Et on voit quand même il se passe quelque chose. Donc, mais à nouveau, il faut le mettre à la bonne place. Si la discussion légère, on voudrait qu'elle soit profonde, on est frustré. Mais si on comprend qu'il y a une place dans la vie pour les discussions légères, mais qui créent des connivences, voilà. Alors, j'ai créé plein de connivences avec des voisins. C'est très touchant. C'est touchant. C'est pas ça c'est pas une relation profonde, mais c'est touchant. Voilà, il y a plein d'autres questions, mais je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. C'est magnifique. Là, je lis un peu les questions. On voit à quel point ça touche des choses tellement profondes. Et donc là, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais ceux qui savent, je lis toutes les questions après du chat et j'y réfléchis pour construire le cours. Mais on voit à vos questions que ça touche des choses tellement profondes. C'est tellement important de prendre du temps de parler de ça. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, pour clore, il faut prendre du temps pour réfléchir à ces questions. Quand avez-vous pris du temps pour réfléchir à ça? Pas juste se plaindre parce que, voilà, quelqu'un me dit, j'avais une amie, je me suis fâché avec elle, qu'est-ce qu'on fait? Mais comprendre, quels sont les ressorts? Pourquoi on s'est fâché? Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste prendre du temps, pas qu'il y ait une vérité que vous n'avez pas, mais juste prendre du temps de contempler, de faire des exercices, de vous occuper de ça. C'est tellement libérateur, parce que c'est tellement ce qu'on veut tous au fond de notre cœur, être en lien avec d'autres êtres humains. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette conférence vous aura éclairé. J'espère que vous serez nombreux à venir vivre l'aventure du cours avec moi, et je vous embrasse tous très fort.